Nous allons débuter la dernière session de la journée qui est une session d'actualité. Il a été décidé d'intervertir les différents exposés. Donc, nous commencerons tout d'abord par l'endométriose. L'endométriose qui est une maladie mystérieuse dont la physiopathologie n'est peut-être pas encore totalement élucidée. Est-ce une maladie locale? Est-ce une maladie générale? Après, nous passerons à l'autoconservation ovocytaire. Quel bilan un an après la loi de bioéthique? Quel bilan un an après la loi de bioéthique? Je vous rappelle qu'il y avait, à l'issue de cette loi, des questions en suspens, des interrogations, notamment sur l'autoconservation non médicale et le nombre de centres agréés. Et enfin, le THM, où en est-on? Surtout depuis les dernières publications, la dernière publication des nouvelles recommandations. Est-ce qu'il y a une nouvelle polémique? Voilà. Donc, voilà les exposés qui vont venir. Et nous avons le plaisir, tout d'abord, d'accueillir le docteur Christian Jamin, que vous connaissez tous, qui est donc interniste, endocrinologue, gynécologue médical, et qui va nous répondre à ces questions sur l'endométriose. Est-ce qu'il y a des nouvelles données? Merci Christian. Comment ça marche? Alors, commencer. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Et je tiens à dire avant de commencer que je ne répondrai pas à la question. Parce que si je savais répondre à la question, je pense que j'aurais le prix Nobel et que, à ma connaissance, on n'en parle pas. Donc, l'endométriose est-elle une maladie locale ou générale? Ça paraît un peu farfelu. Et en fait, quand on regarde les derniers papiers, par exemple, là, c'est un papier qui a été publié dans le Lancet, il y a marqué le titre, enfin, dans le titre, endométriosis est une maladie chronique systémique. Donc, d'emblée, ils ont pris position pour dire que c'était une maladie générale et pas une maladie locale. Quand on regarde l'UNAFORMEC, qui est plus française, ils disent à peu près la même chose, sauf que là où il y a peut-être une discussion, c'est qu'ils disent que c'est une maladie, un phénomène d'inflammation chronique systémique. Toute la question qui se pose, c'est est-ce que l'attribution systémique de l'endométriose est liée à l'inflammation ou à des facteurs génétiques? C'est ça un des grands sujets d'aujourd'hui. Alors, donc, l'endométriose est une maladie dont l'incidence est inconnue, je vous le dis tout net. Aujourd'hui, on dit que 10% de la population, et quand on prend par exemple des femmes qui ont mal au ventre, eh bien, c'est en suivant les études, entre 15 et 71% des femmes qui ont des douleurs chroniques, qui ont une endométriose. Chez les femmes qui ont une infertilité, les chiffres vont de 9 à 68%. Vous lisez aussi bien que moi. Et quand une adolescente a des douleurs pelviennes réfractaires, eh bien, les chiffres vont de 25 à 100% de ces filles qui ont une endométriose. Et une des questions, c'est qu'est-ce que l'endométriose? Parce qu'on sait, par exemple, que quand on a fait des biopsies au hasard de l'épiplomb, on a trouvé chez des femmes qui se plaignaient de rien des cellules endométriales. Donc une des questions, c'est est-ce que l'endométriose est une maladie ou seulement dans ses formes graves, ou est-ce que l'endométriose touche une partie énorme de la population? Aujourd'hui, les chiffres sont pour le moins plutôt en faveur du fait que l'endométriose est une maladie qui touche 70% des femmes, surtout quand elles se plaignent de quelque chose. Alors, ça vous le savez, hein, c'est une question de cours, les endométrioses superficielles, c'est des lésions péritonéales supérieures à 5 mm, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'endométriose péritonéale, il n'y aurait pas si on trouve juste quelques cellules à une biopsie systématique. Les endométrioses profondes, infiltrantes et sous-péritonéales, les endométriomes. Et puis, il y a deux types d'endométriose extra-pelviennes. Il y a les endométrioses extra-pelviennes qui sont des endométrioses de contiguïté,
c'est-à-dire l'endométriose de la plèvre droite est une endométriose de contiguïté, c'est lié au flux des cellules endométriales qui passent par le diaphragme sus-hépatique. Là, il y a un petit trou et qui vont donner donc des problèmes pulmonaires toujours à droite. Donc là, on est dans l'endométriose générale de contiguïté. Et puis, on va voir que, il y a quelques cas d'endométriose cérébrale et autres, c'est rarissime. Et puis, il y a une polypathologie endométriosique sur laquelle je vais parler beaucoup à la fin. Alors, ça, c'est une diapo qui m'est très chère. C'est une diapo qui a repris les facteurs de risque de l'endométriose. Eh bien, le facteur de risque commun de l'endométriose, c'est le nombre d'ovulations. C'est-à-dire qu'une puberté tôt, peu de grossesse, une infertilité, peu d'allaitement, une ménopause tardive, pas de période d'aménorrhée et le nombre d'ovulations. Donc, ça, c'est à peu près reconnu par tout le monde. Donc, l'endométriose est une maladie qui dépend du nombre d'ovulations. Et quand on regarde le nombre d'ovulations depuis la nuit des temps, eh bien, aujourd'hui, avant, une femme avait environ 5 ans de règles, une cinquantaine, une soixantaine d'ovulations. Aujourd'hui, la femme moyenne a 500 ovulations. Donc, l'extraordinaire évolution de l'endométriose, on peut peut-être en trouver là l'explication, c'est lié au fait que les femmes actuelles ovulent un nombre considérable de fois, puisque, je vous le dis, le nombre d'ovulations d'une Française moyenne, c'est 500 dans une vie. On est passé de 50 à 500. Alors, ça, c'est encore quelque chose sur lequel je voudrais insister et qui a beaucoup d'importance sur le traitement, parce que j'ai déjà eu quelques explications, par exemple avec Horace Roman, où on n'est pas tout à fait d'accord. Il ne faut pas confondre menstruation. Une menstruation, c'est quelque chose qui fait suite à une prolifération endométriale. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que dans l'endométriose, il y a une prolifération endométriale. Et en revanche, quand on a une hémorragie de privation sous pilule, on a un saignement qui est une hémorragie de privation par arrêt du progestatif, mais il n'y a pas de prolifération. Et donc la question, c'est est-ce que la pilule protège de l'endométriose et est-ce que la pilule traite l'endométriose en termes évolutifs, mais pas forcément en termes de douleur, parce que la douleur peut être liée au saignement intra-abdominal qui donne un syndrome inflammatoire. Donc quand on étudie l'endométriose, il y a 2 sujets qu'il ne faut pas confondre. C'est l'histoire naturelle de la maladie, c'est-à-dire le fait est-ce que cette endométriose va se développer. Là, il faut donner quelque chose qui bloque la prolifération. Est-ce qu'on traite la symptomatologie ? Et par exemple, il y a pas mal d'études qui ont comparé les œstroprogestatifs séquentiels, enfin pas séquentiels, mais avec fenêtre, et les œstroprogestatifs sans fenêtre. En tout cas, en ce qui concerne l'évolution de la maladie, les deux ont la même efficacité. Et il y a eu un certain nombre de papiers qui ont dit que quand on donne une pilule avec hémorragie de privation, si la douleur persiste, on passe à une prise en continu. Pourquoi c'est important ? Parce que les prises en continu sont souvent abandonnées du fait des saignements. Donc c'est un sujet compliqué. Donc ça, je l'ai dit. Donc les saignements ne sont pas des règles et il faut vraiment faire la différence quand on parle d'endométriose. Alors, d'où vient l'endométriose ? La théorie qui tient un peu à la corde actuellement, c'est ce qu'on appelle la menstruation rétrograde de Sampson. Donc, les femmes, l'idée, c'est qu'il y a une menstruation rétrograde et qu'il y a des cellules endométriales qui vont s'implanter dans l'abdomen. Sauf qu'il y a des hommes qui ont des endométrioses, sauf qu'il y a des femmes qui ont des Rokitansky qui ont de l'endométriose. Donc, c'est faux. C'est-à-dire que oui, probablement, il y a une implantation rétrograde, mais ça n'est pas le même phénomène parce que les cellules endométriosiques doivent venir d'autre part. Alors, ça je l'ai dit. Alors, il y a une autre théorie qui est la théorie métaplastique, c'est-à-dire qu'il y a des cellules mésodermiques, célomiques, qui sont anormales et qui favorisent l'implantation des cellules endométriosiques normales, mais ce n'est pas le cas, comme je vous l'ai dit, puisqu'il y a des femmes qui ont des endométrioses sans avoir d'utérus.
Alors, là, ce qui tient la corde aujourd'hui comme explication, c'est que en fait, les cellules endométriosiques viennent de la moelle osseuse. Ce sont des cellules totipotentes qui circulent et qui viennent s'implanter d'abord dans l'utérus, c'est leur lieu principal d'implantation, et c'est là où on trouve beaucoup plus de ces cellules dans le sang endométriosique. Donc c'est des cellules qui viennent de la moelle osseuse, qui s'implantent dans l'endomètre et qui refluent et qui expliquent que le reflux donne de l'endométriose, mais qui explique aussi qu'on peut avoir des lésions péritonéales endométriosiques sans passer par l'utérus. Donc il y a des endométrioses qui ne viennent pas du reflux, mais le reflux est un facteur favorisant puisque préférentiellement les cellules souches vont s'implanter dans l'utérus. Et donc c'est résumé ici. Donc l'histoire naturelle de l'endométriose serait que donc il y a des cellules souches qui viennent s'implanter le plus souvent par l'intermédiaire de l'utérus avec un reflux qui s'implante dans le pelvis, soit des implantations directes dans le pelvis. Et là, à partir de là, on a un phénomène inflammatoire sur lequel je reviendrai, avec en particulier quelque chose qui est très à la mode, en France en particulier, c'est l'histoire des micro-ARN, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation qui est liée en partie à des ARN de petite taille qui ne sont pas codants, mais qui modulent l'inflammation. Et donc, à partir de cette théorie, on arrive à peu près, je ne sais pas si elle est vraie, hein, mais au moins on arrive à comprendre comment ça se passe. Alors, est-ce qu'il y a des anomalies génomiques dans l'endométriose? Alors, on sait qu'il y a des familles d'endométriose, que les jumelles homozygotes ont plus d'endométriose, mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de gène de l'endométriose. Et donc, vous allez voir tout à l'heure que beaucoup plus récemment, on parle de gènes pléiotropes. Je vous expliquerai ce que ça veut dire dans quelques minutes. Et puis, donc, par ailleurs, quand on analyse le génome des cellules endométriosiques, eh bien, on a eu la surprise de constater qu'ils contiennent des variants génétiques des cancers, mais qui ne sont pas situés au même endroit sur le génome. Et donc, on expliquerait la capacité d'implantation hors de son lieu classique par le fait qu'on a des points communs avec le génome, mais que ça n'est pas un cancer parce que ça n'est pas situé au même endroit. C'est une autre hypothèse. Alors, au plan biologique, évidemment, les œstrogènes favorisent le développement des implants endométriosiques, mais par ailleurs, l'idée que les implants endométriosiques ont une activité aromatase qui sécrète localement des œstrogènes est pour l'instant plutôt abandonnée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation anormale d'estradiol dans les implants endométriosiques. Mais en revanche, les implants endométriose surexpriment le récepteur ER-bêta, ce qui abaisse le récepteur ER-alpha, et le rapport ER-bêta sur ER-alpha modifie la réceptivité à la progestérone. Donc, autre possibilité pour expliquer une partie de l'endométriose, c'est la résistance à la progestérone et au progestatif, ce qui est bien connu. Donc, ce serait lié donc à un de ces phénomènes et à des phénomènes inflammatoires sur lesquels je reviendrai. Le troisième point de l'endométriose, c'est l'inflammation. Alors, certes, il y a une inflammation locale qui est liée aux phénomènes abdominaux, et donc cette inflammation donne une fibrose du tissu adipeux rétro-péritonéal et qui donne des anomalies, des implants, avec une infiltration des macrophages autour de ces points-là, qui modifie la sécrétion des TGF en particulier, qui sont responsables de l'inflammation. Alors, il semble aujourd'hui que l'inflammation soit un phénomène essentiel de l'endométriose. Est-ce un phénomène causal ou un phénomène de conséquence? Et on sait aussi que les œstrogènes augmentent les prostaglandines E2 et qu'il existe des cytokines anormales de l'inflammation dans l'endométriose et que ces cytokines augmentent
l'activité des cellules bêta qui augmente la résistance à la progestérone. Alors, l'endométriose, maladie locale, probablement pas d'origine primitivement utérine, probablement liée à des anomalies de la fixation des cellules souches qui entraînent donc tout le phénomène dont je vous ai parlé et qui entraîne une inflammation. Alors, dernier point, je vais être dans les temps. Le dernier point, c'est que l'endométriose n'est pas une maladie isolée pelvienne. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques, on voit que l'endométriose est souvent associée à une fibromyalgie. Alors pourquoi ça a une importance? Parce que la fibromyalgie, c'est la douleur, et que quand vous voyez une femme qui vous dit « j'ai une fibromyalgie et une endométriose », vous commencez à être inquiet parce que c'est très difficile à traiter, et on sait qu'il y a des anomalies de douleurs. Il y a des douleurs au niveau digestif. Par exemple, il y a des problèmes de côlon dans la maladie inflammatoire, on va y revenir. Il y a des problèmes de vessie avec des problèmes de douleurs vésicales dans l'endométriose, même sans atteinte endométriosique de ces tissus. Alors ça, c'est un papier très récent qui a été publié donc dans Fertile Stérile en 2002 et qui montre le risque relatif des pathologies non endométriosiques chez les femmes qui ont de l'endométriose. Et donc on voit par exemple que les risques infectieux sont 2 fois plus fréquents chez les femmes qui ont des endométrioses. Les cancers, les femmes qui ont des endométrioses ont 2 fois plus de cancers que les autres. Des maladies endocriniennes, probablement pas. Il y a des maladies auto-immunes. On a décrit une augmentation des thyroïdites auto-immunes dans l'endométriose. Et puis on a décrit avec des risques relatifs à 1,50, en particulier des maladies respiratoires, des maladies de la peau, etc. Et une augmentation des cancers en général, et en particulier des cancers de l'ovaire, indépendamment des implantations des cellules endométriosiques sur l'ovaire. Vous allez voir les chiffres. Donc, la réponse est claire. L'endométriose est une maladie systémique. L'endométriose est associée à nombre de pathologies dont il est aujourd'hui difficile de savoir quel est le rapport entre ces maladies et l'endométriose. Est-ce lié au phénomène inflammatoire qui se diffuse dans l'organisme ou est-ce lié à autre chose sur lequel je conclurai? Maintenant, quand on regarde, là c'est à peu près la même chose, quand on interroge les femmes sur les pathologies associées quand elles ont de l'endométriose, et donc vous voyez par exemple qu'elles ont des problèmes, elles ont des risques relatifs très significativement supérieurs d'inflammation pulmonaire, etc. Donc je ne reviens pas sur ce papier, mais donc il existe un nombre considérable de maladies qui sont augmentées chez les femmes endométriosiques. Le cancer de l'ovaire, eh bien, les femmes qui ont une endométriose ont 2 fois plus de risques de développer un cancer de l'ovaire, y compris après la ménopause. Donc, n'abandonnez pas la surveillance des femmes endométriosiques au niveau ovarien après la ménopause. Et l'augmentation du risque est corrélée à l'inflammation, c'est un papier de 2021. Et c'est ma dernière diapositive, avant-dernière. C'est un papier qui date du mois dernier, en 2023, qui montre les relations entre les maladies neurologiques et l'endométriose. Eh bien, quand vous avez une endométriose, vous avez un risque relatif à 3,5 de faire une dépression. Vous avez un risque relatif à 2 à 3 de faire des troubles nutritionnels. Je vous rappelle que les endométrioses sont plus minces que les autres. Et vous avez un risque relatif à 2 de développer une anxiété. Donc, il existe... Alors, vous comprenez bien que sur le plan de l'analyse sémiologique, quand vous voyez quelqu'un, quand elle est anxieuse, vous dites « c'est parce qu'elle a mal au ventre ». En réalité, il n'existe aucune preuve aujourd'hui qu'il y ait un lien direct entre les troubles neurologiques de l'endométriose et les manifestations, entre les troubles neurologiques et l'endométriose. Et donc ce papier termine par un chapitre auquel j'ai rien compris, je vous le dis tout net, qui dit que quand il regarde
ce qu'on appelle les facteurs génétiques de risque des femmes qui ont des maladies de type dépression, dysorexie, anxiété, ils retrouvent les mêmes chiffres en ce qui concerne donc les analyses génétiques des femmes qui ont de l'endométriose. Et donc la conclusion de l'auteur, et ce sera encore une fois ma avant-dernière diapositive, c'est que l'endométriose a des problèmes de génome qu'on appelle pléiotropes, c'est-à-dire qui favorisent nombre de pathologies différentes, dont l'endométriose et un certain nombre de pathologies, et que donc le point commun de toutes ces pathologies, c'est une susceptibilité génétique et qui est peut-être favorisée par les phénomènes inflammatoires de l'endométriose. Donc, l'endométriose est bien une maladie locale avec présence ectopique de cellules endométriales anormales et de stroma dont l'incidence est augmentée par le nombre de menstruations, ça c'est clair. Il existe une composante inflammatoire notable locale qui joue un rôle dans la genèse de la douleur, mais probablement aussi générale. Mais aussi, l'endométriose est une maladie ou un syndrome général associé à de nombreuses comorbidités. Et la question majeure sur laquelle je termine mon topo, sans avoir la réponse, est-ce que la maladie générale est secondaire à l'inflammation et en particulier au micro-ARN, ou est-ce que ce sont des maladies qui ont un point commun lié à l'effet pléiotropique du génome de ces patientes? Je vous remercie. Merci Christian de cette brillante démonstration d'une réponse pas facile, locale ou générale. En fait, tu as parlé des deux, et très bien, et tu as soulevé beaucoup de questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle précisément? Pour répondre aux questions, il faut se avancer jusqu'au micro en suivant la démarche de notre présidente, et vous posez votre question de là. Merci beaucoup Christian, c'était passionnant. Juste un truc, je ne comprends pas les 500 ovulations des femmes, parce que celles qui prennent la pilule, je veux bien qu'une grossesse c'est 9 ovulations, mais la pilule c'est aussi 0 ovulation par an. Donc j'arrive pas à comprendre ce que tu as raison, mais d'abord, le nombre de femmes qui prend la pilule diminue de 5% par an, donc ça peut expliquer l'augmentation de l'endométriose. Et en effet, on a vu augmenter, quand tu regardes de près le schéma que j'ai montré, on a vu augmenter le nombre d'ovulations bien avant l'apparition de la pilule. C'est-à-dire que le nombre de grossesses a diminué, la durée de vie a augmenté, la ménopause est restée au même âge, mais la puberté a été plus précoce. Donc c'est un phénomène linéaire de l'augmentation du nombre d'ovulations depuis l'ère préhistorique, avec probablement peut-être une petite cassure que je n'ai pas vue liée à l'utilisation large de la pilule, mais on va se rattraper et on va expliquer encore plus facilement le nombre d'endométrioses, puisque les femmes ne veulent plus de pilules. Oui, une question se présente. Oui, merci Christian. Je reviens sur le même sujet. On n'a jamais démontré que la pilule était un traitement préventif de l'endométriose. Donc c'est des phénomènes qui sont associés, mais qui sont pas, il n'y a pas de relation de causalité. Alors, tu as raison, parce que c'est très compliqué. Parce qu'il y a des papiers qui montrent que les femmes qui ont pris la pilule de bonne heure ont plus d'endométriose. Mais le papier est faux, parce qu'elles prenaient la pilule parce qu'elles avaient mal au ventre. Donc, au départ, il y avait plus de femmes qui prenaient la pilule quand elles avaient une dysménorrhée. Donc, mais il y a eu un ou deux papiers qui ont montré que quand les femmes avaient pris la pilule en excluant celles qui avaient eu une dysménorrhée, elles avaient moins à terme d'endométriose. Mais les statistiques sont compliquées du fait de l'utilisation des pilules chez les femmes dysménorrhéiques. Moi aussi, je veux vous remercier pour cet exposé qui donne une vision générale. Ce qui me pose question, c'est l'inflammation. Comment est-ce qu'on... Parce que l'inflammation, j'ai un peu l'impression aussi que c'est un serpent de mer qu'on nous met à un peu toutes les sauces. Est-ce qu'il y a des paramètres qui caractérisent l'inflammation? Alors on dit après la bonne hygiène bucco-dentaire, enfin ça me paraît tout ça un peu... voilà. Bon, alors qu'il existe une inflammation dans l'endométriose, c'est une réalité. Qu'il y ait des réactions liées différentes des cellules endométriosiques intra-abdominales
à l'inflammation. C'est vrai aussi avec des effets de diminution de la réceptivité à la progestérone, mais je partage totalement votre avis sur le fait que c'est aujourd'hui un peu la tarte à la crème. Beaucoup d'industriels essayent de se lancer là-dedans justement, parce que, en effet, il n'existe aucune preuve que les maladies systémiques soient liées à l'inflammation. Bonjour, je vous remercie pour votre présentation et j'étais intriguée par votre résistance à la progestérone. Parce qu'on a souvent donné des progestatifs pour ces pathologies. Oui, mais on sait que 30% des endométriosiques échappent au traitement progestatif. Et donc c'est lié au fait que ça, c'est bien démontré qu'un certain nombre de femmes ont une résistance au progestatif. Et donc c'est lié, comme je l'ai montré, à plusieurs choses, et en particulier au rapport ER-alpha sur ER-bêta, qui est différent chez les femmes endométriosiques, et aux phénomènes inflammatoires locaux qui modifient la réceptivité à la progestérone. Et ça c'est certain, c'est prouvé que 30% des femmes ont une résistance au progestatif. Tu peux même dire 60% quasiment. Comment ? 60% tu peux dire. 60%, pourquoi ? Il y a ça, il y a la méthylation du récepteur aussi qui diminue l'effet des progestatifs. C'est pour ça que quand on traite une femme pour endométriose par des progestatifs, il faut qu'il soit suffisamment puissant. Exact. C'est-à-dire que si vous donnez une micropilule ou un implant à une femme endométriosique, l'endométriose rigole. Excusez-moi l'expression. C'est-à-dire qu'il faut donner, c'est pour ça que le Dienogest en particulier, qui est un progestatif, je rappelle, a un certain succès dans l'endométriose parce que tout simplement c'est un progestatif suffisamment puissant. Je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf que, comme je l'ai dit en introduction, quand on étudie l'efficacité d'un traitement sur l'endométriose, il y a deux paramètres. Il y a le paramètre évolutif sur lequel on a un certain nombre de données qui montrent par exemple que la pilule diminue l'évolution des endométriomes, et il y a l'évolution de la douleur qui est liée là aussi à l'aménorrhée. Non mais Christian, tu seras efficace excusez-moi, avec un traitement hormonal lorsque l'endométriose sera très superficielle, très récente. Plus tu prends du temps, plus elle va s'organiser, se fibroser, plus elle va être infiltrante et moins tu seras efficace avec un traitement médical. Donc la douleur, tu ne peux pas espérer sur une femme qui a une endométriose ancienne la supprimer puisque là tu es sur des lésions infiltrantes fibreuses pour lesquelles tu n'auras plus d'effet des traitements hormonaux. Mais tu as raison, ce que je veux dire simplement, c'est que quand on regarde les essais cliniques dans l'endométriose, on est souvent un peu frustré parce qu'on te parle d'amélioration de l'endométriose, on ne te parle pas d'amélioration de la symptomatologie, où on a essayé d'évaluer l'évolution de la maladie elle-même. C'est ça que j'ai voulu dire, c'est-à-dire que très souvent, on vous dit de prendre un micro-progestatif, certes, elles ont moins mal parce qu'elles n'ont plus de règles et qu'elles ont moins d'inflammation, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on diminue fortement l'évolution de la maladie. Il n'y a pas d'autres questions dans la salle, mais moi j'en aurais deux. La première, c'est comment on a pisté l'origine médulaire des cellules dont tu nous as parlé. Parce que je me souviens des difficultés qu'ont eu les cancérologues à pister les récidives médulaires des cancers du sein. Alors, c'est pas des cellules médulaires, c'est des cellules totipotentes. Oui, enfin de donc, la moelle. Oui, c'est des cellules d'origine de la moelle, mais qui ne sont pas encore des cellules endométriales, c'est des cellules qui sont primitives, indifférenciées, et donc qui semblent... Donc il y a eu probablement... Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais on a étudié le devenir de ces molécules, de ces cellules, pour savoir si elles devenaient endométriales ou pas. Donc il y a une anomalie, ça je crois que c'est à peu près certain, il y a une anomalie de l'évolution des cellules totipotentes vers des cellules endométriosiques, ça c'est à peu près démontré. Et ma deuxième, c'est presque une remarque. Ce matin, dans cette même salle, on a entendu à propos des pathologies psychologiques liées à la grossesse, une psychiatre nous expliquait que des IRM fonctionnels montraient des remaniements au cours de la grossesse du cerveau avec une séquence secondaire de 2 ans. On a montré aussi, dans la fibromyalgie, à ma connaissance, des sensibilisations centrales du même type. Et j'aimerais savoir s'il y a quelques études sur l'endométriose et le cerveau que tu as repérées, au point de vue de l'IRM fonctionnel.
Je connais une seule étude, mais c'est sur les signes cliniques et je ne connais pas d'études sur les MRI, les IRM fonctionnels. C'est certainement à faire. Alors, une dernière question. Non, c'est une remarque à la suite. Le tissu endométriosique sécrète un facteur neurogène, qui est le nerve growth factor, qui s'anastomose au système autonome de la patiente, qui s'intègre à la moelle et qui s'intègre au cerveau. Ce qui explique certains arcs réflexes douloureux, très difficiles à traiter chez ces patientes-là, parce que finalement, ce n'est plus une maladie locale, c'est vraiment une maladie qui est devenue avec un arc réflexe cérébral. Eh bien, merci beaucoup à l'orateur, merci à la salle sur ces questions. Et je vais laisser ma comodératrice présenter l'oratrice suivante. Alors là, nous avons l'immense plaisir de recevoir et d'accueillir notre présidente, la présidente du CNGOF, que vous connaissez tous, qui va nous parler de l'autoconservation ovocitaire, des récentes données après cette loi de bioéthique il y a 1 an. Je vous rappelle qu'elle est chef de service de gynéco-obstétrique et de médecine de la reproduction à l'hôpital des 4 villes à Saint-Cloud. Merci de recevoir et d'accueillir cette femme de grande valeur. Merci, Joël. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je ne suis plus que chef de service de médecine de la reproduction. J'ai laissé les autres fonctions à Nicolas Castin. Alors, merci de m'accueillir. Je vais commencer par prendre effectivement ma casquette présidente du collège 2 secondes pour vous faire partager une nouvelle que moi je trouve assez extraordinaire. Cet après-midi, nous sommes 2760 participants en tout et on a déjà battu le record de Paris 2022. Et on n'est que le premier jour. Donc vraiment, on le partage avec vous. Merci. Et puis une deuxième information, c'était au nom du bureau du collège, représenté par Geoffroy et moi-même ici. On tient à renouveler notre attachement à cette journée de gynéco-médicale et au partenariat avec la Fédération des collèges des gynéco-médicaux et avec la SFG. Donc ça, c'est un autre point important. Et puis, je vais quand même finir par vous parler dans le temps de mon propre sujet. Alors, vous le savez tous, la loi de bioéthique, elle a été promulguée le 2 août 2021, publiée au journal officiel le 3 août, et la première version avait été en fait publiée au Conseil des ministres le 24 juillet 2019. C'est donc une gestation extrêmement longue, parce qu'il y a eu un certain nombre d'allers-retours entre l'Assemblée et le Sénat, et puis il y a eu bien sûr le Covid. Alors, on a tous parlé à ce moment-là, et la presse en est vraiment énormément, de la mesure phare, l'accès à l'AMP pour les couples de femmes et les femmes seules, qui dans la loi s'appelle les femmes non mariées. En fait, donc, dans cet article 1, quand on le lit bien, il y avait 2 choses très importantes. Le projet parental, qui maintenant est le point important, et puis cette petite phrase, cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs. Et puis, en même temps, est passée l'autoconservation ovocitaire. Alors l'autoconservation ovocitaire, les sociétés savantes, on la demandait, on en parlait beaucoup, mais comme l'avait fait remarquer Jean-François Delfrécy, on était un peu seul parce que les patientes, elles, n'en parlaient pas. Les patientes, les couples de femmes, les femmes seules, se sont très très bien battues et on pouvait saluer leur courage, mais les femmes ne savaient pas que l'autoconservation, ce serait bien pour elles, et donc ce sont les sociétés savantes qui se sont battues. Alors que dit l'article 2141-12.1 ? Qu'une personne, avec des conditions d'âge qu'on verra après, peut bénéficier du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes. Donc le principe, c'est simple, c'est congeler les ovocytes, donc stimuler l'ovulation, faire une ponction, vitrifier les ovocytes au moment où la fertilité féminine est optimale pour les utiliser ultérieurement. La loi était d'emblée très claire, même si on ne l'a pas tous lu complètement. Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif, les anciens ESPIC, peuvent, lorsqu'ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement et à la conservation. Or, on sait qu'il y a des autorisations, les établissements sont autorisés à la FIV, à la micro-injection, d'ovocytes, à l'accueil d'embryons. Ça, c'est des autorisations cliniques et qu'il y avait une autorisation biologique qui était uniquement pour la préservation pour raisons médicales, essentiellement pour cancer. Et d'emblée, il était précisé qu'il y aurait une consultation chaque année des personnes. Et puis, toujours dans la même loi, il est écrit une petite phrase qui a été encore moins lue. L'article L168 du Code de la Sécurité sociale est complété par un 7e ainsi rédigé. Alors, je vous ai mis l'article parce que personne ne le connaît et je peux vous dire qu'il est très difficile à trouver. Mais enfin, quand on arrive à le trouver, c'est qu'est-ce qui est pris en charge en France ? Eh bien, le 7e, c'est rajouté, c'est la couverture
des frais relatifs aux actes et traitements de la préservation de la fertilité et de l'AMP, sauf le renouvellement de la conservation tous les ans, qui est à peu près 40 €. Donc en clair, et il faut le dire, la France est à ce jour le seul pays au monde où non seulement, bien sûr, les couples hétérosexuels, mais les couples homosexuels, mais les femmes seules, et les autoconservations sont prises en charge. Alors de prime abord, on peut se dire c'est super cette prise en charge. Moi, je crois qu'on en paye les conséquences et je vais essayer de vous le démontrer. Les femmes n'ont donc à payer que 40 €. Alors, donc la loi, on est en on est le 2 août, la loi est parue, mais personne n'a le droit, le ministère nous le répète, de faire de la préservation sans indication médicale en 2021. On doit attendre le décret qui dit quels sont les établissements autorisés, puisque dans la loi, il y a cette petite phrase « lorsqu'ils y sont autorisés ». Alors le 30 décembre, c'est sympa, c'est toujours les décrets en plein pendant les vacances, là c'était pas mal pour commencer le 31, on nous dit qui peut le faire, on commençait à le savoir, les établissements autorisés à la préservation pour raison médicale, attention, seuls les publics. Alors il faut savoir qu'il y a plus de 20 ans, les établissements qui le voulaient ont demandé cette autorisation. À l'époque, il n'y avait pas de SROS, il n'y avait pas de plan d'occupation, et c'était ceux qui le voulaient. Moi, je sais que je ne l'avais pas demandé à Sèvres parce que je me disais non, ça ne sert à rien. Et quand j'ai voulu la demander à Saint-Cloud, parce que je suis de l'autre côté de la rue du centre René Huguenin, l'ARS m'avait dit bien sûr Joël, vous l'avez, c'est une évidence. Puis 6 mois plus tard, le directeur est venu vers moi et me dit écoute, c'est une évidence, mais en fait, dans le SROS, c'est pas possible. Je suis désolé, ce sera pour le prochain SROS après 2023. Donc en fait, c'était très limité. Mais il y avait des établissements privés. Sauf que maintenant, c'est écrit qui peut faire la préservation non médicale, les publics autorisés et pas les privés qui n'avaient pas le droit. Enfin, qui avaient le droit pour la médicale, mais pas pour l'autre. Et puis, a été ajoutée cette petite phrase, les titulaires d'une autorisation accordée pour l'autorisation de prélèvement d'ovocytes en vue de don. Pourquoi? Parce que jusqu'à la loi du 2 août, quand une femme faisait un don d'ovocytes, elle pouvait, si elle le voulait, préserver et conserver donc en autoconservation une partie infime, disons-le tout de suite, de ses ovocytes. Ça, c'est normalement plus que possible de cette façon. Et donc, il faut faire ou l'un ou l'autre, il faut donner ou autoconserver. Et donc, on arrive royalement à 41 centres sur les 104 centres d'AMP ouverts en France. Donc, c'est quand même une pseudo-ouverture. Seuls les établissements publics ou privés non lucratifs. Mais pourquoi donc éliminer les centres privés qui font la moitié de l'AMP en France? Ah, on voit bien l'arrière-pensée. Les privés, c'est des voleurs. Ah, bon, d'accord, c'est pas vraiment notre conception. La médecine en France, elle est publique ou privée. Pour restreindre encore plus ceci, donc en éliminant les privés, on enlève au moins la moitié des centres. Mais en plus, on attendait le décret sur la tranche d'âge qui, lui, parut avant le décret du 30 décembre. Il est paru le 28 septembre. Et là encore, le décret, il n'a pas été suffisamment... Il est clair, mais il n'a pas été suffisamment compris. Le prélèvement peut être fait à partir du 29e anniversaire, ça veut dire 29 ans révolus, et jusqu'au 37e anniversaire, ça veut dire 36 ans et 364 jours. Ça veut dire qu'à 37 ans, on ne peut plus le faire. Or, beaucoup de patientes nous ont été envoyées en disant « Mon médecin m'a dit c'est possible jusqu'à 37 ans ». Et elles faisaient un peu la tête quand on leur disait « Désolé, vous avez attendu ce rendez-vous 6 mois et c'est pas possible ». Pour l'homme, c'était 29-45. Et donc, la chose bizarre, c'est que si vous êtes pour une préservation pour une raison médicale, le cas le plus typique qu'on cite, l'endométriose est un cas trop particulier, donc je parle plutôt d'un cancer du sein, après la chirurgie, avant la chimiothérapie, là on peut faire une préservation jusqu'à 43 ans, et chez l'homme jusqu'à 60 ans. Donc cette différence de limite d'âge pousse clairement certains centres, mais pas tous, à vouloir trouver des indications médicales à toutes les femmes qui voudraient une préservation non médicale. Je dis mais pas tous, parce qu'un certain nombre respectent bien la loi, qui a eu des recommandations sur à qui on fait une préservation médicale, et ça crée donc une inégalité entre les femmes qui est quand même assez dommage. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de cette limite de 29-36 révolus avant le 37e? Alors, c'est un équilibre entre une conservation trop précoce. 29 ans, on peut se dire que oui, la femme à 25 ans, elle a toutes les chances encore de rencontrer celui ou celle avec qui faire un enfant. Il n'y a aucune raison de faire une préservation sans indication médicale. De 37 ans. Alors, c'est vrai que le taux de succès de l'AMP avec les ovocytes chute avec l'âge. Est-ce qu'il fallait vraiment s'arrêter à 37 ans? Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire 38 ou 39? Clairement, ça se discute. Mais en tout cas, là, à quoi on assiste? On a assisté
dans cette année qui vient de s'écouler, à un afflux, alors à un tsunami, je ne sais pas comment il faut dire, parce qu'on est débordé de femmes de 36 ans ultra pressées. Nous, on sait par exemple cette année, 2023, on a décidé que les femmes nées en 86, c'est l'année noire. On sait que celles-là, elles vont nous dire il faut passer vite, 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 parce qu'après je ne pourrai plus. On a assisté dans certains centres à rechercher des raisons pseudo-médicales. Bon, passons. Et moi je pense qu'en vérité, on aurait dû prévoir une dérogation en 2022 et 2023 pour autoriser les femmes de 37 ans, par exemple toutes celles qui ont 37 ans, la loi est passée le 2 août. Elles auraient pu conserver. Sauf que raté, le décret n'est passé que le 30 décembre. Et bien c'est fini, elles ne peuvent pas. On aurait peut-être pu avoir effectivement des mesures dérogatoires pour 1 an ou 2. Je pense que ça aurait été bien. Alors en tout, comme je le disais, il n'y a que 41 centres autorisés. Ça ne veut pas dire 41 centres actifs, malheureusement. Pardon. Il y a les centres autorisés pour la préservation médicale, et puis 3 centres, dont le mien, autorisés au don d'ovocytes. Donc on a un afflux de candidats fantastique, surtout des femmes de plus de 35 ans. Alors nous, on est en train de faire les statistiques, surtout des juristes et des avocates, ça c'est amusant. Et on a des chiffres, puisque, je vais vous les montrer, il y a un comité de suivi de la loi de bioéthique qui est créé par l'Agence de biomédecine, et on doit, dans tous les centres, répondre à des enquêtes. Alors il y a eu la première enquête en 2021, c'était plus pour les femmes seules et les couples de femmes, parce qu'en fait, on ne pouvait rien le droit de faire sur l'autoconservation. Il y a l'enquête numéro 2 qui n'est pas au dernier trimestre 2021. Il y a l'enquête numéro 3 du 3 premiers mois 2022 et l'enquête numéro 4. Et alors, regardez, là, on voit assez clairement les choses. En jaune, c'est la période, en bleu, la période 1, en orange, la numéro 2 et en gris, la 3e. Vous avez les demandes. Alors les demandes, on pense tous que ça ne veut rien dire. L'agence nous dit chaque mois combien avez-vous eu de demandes, mais on ne sait pas. Est-ce qu'on compte juste celles qui ont pris des rendez-vous, ou il y a toutes celles qui ont essayé d'avoir un rendez-vous et qui ne l'ont pas eu. Donc ce chiffre, il ne veut rien dire. Par contre, plus intéressant quand même, c'est les premières consultations réalisées. Et là, vous voyez quand même qu'on a déjà dépassé largement les 2000. Et combien on a fait d'autoconservation au premier semestre? Seulement 539. Ça fait pas lourd, avec des délais qui sont assez délirants. Je crois que je les ai mis de l'autre côté. Le délai moyen pour avoir un rendez-vous en France, c'est de l'ordre de 5 mois. Si vous éliminez l'Île-de-France où on bat tous les records, c'est 4 mois. Mais il y a certains centres d'Île-de-France déjà surchargés par la préservation médicale qui ne prennent pas de patients avant 2024. Conclusion, c'est un peu compliqué. Alors, dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? En région parisienne et dans certaines grandes villes, on sait tous que les femmes font des enfants un peu plus tard. Et l'enquête de l'INED, elle date de 2012. Je ne sais plus si on le voit, mais donc c'est quand même pas récent. Ça fait 10 ans. Les femmes les plus diplômées sont plus fréquentes dans les grandes métropoles, font leurs enfants plus tard. On pouvait bien se douter que dans les grandes métropoles, il y aurait un afflux de demandes. Eh bien non, ça n'a pas été comme ça. Donc conclusion, dans de régions parisiennes, dans nombre de grandes villes, le nombre de femmes de 35 et 36 ans, bien qu'elles soient autorisées, il y a un certain nombre de centres qui les refusent en disant notre délai d'attente est trop long. Alors nous qui les autorisons à Saint-Cloud, je peux vous dire que maintenant notre délai d'attente est en train d'être à 8 mois et que je pense qu'il va passer. Donc on va plus pouvoir se permettre, alors que je voulais qu'on les aide. C'est quand même assez ahurissant ce qui s'est passé. Le désir tardif d'enfant, on le sait bien qu'il a vraiment augmenté, les causes classiques, les causes émergentes. Je parle plus des causes sous-jacentes, qui est l'ignorance du déclin de la fertilité, la confiance imméritée dans l'AMP, et puis surtout la part de l'homme. Et alors là, c'est assez amusant, parce que dans toutes les enquêtes, ce qui revient en premier quand on interroge les femmes, pourquoi elles n'ont pas pu faire d'enfants avant, pourquoi elles vont faire une autoconservation, c'est qu'elles ne souhaitaient pas faire un enfant seul qui apparaît. Et alors là, c'est quand même assez amusant parce que vous savez qu'on a beaucoup dit l'autoconservation, c'est pour les femmes, les career women. Et dans toutes les études actuellement, l'autoconservation, ce n'est pas parce qu'elles sont career women, c'est parce qu'elles n'ont pas celui ou parfois celle avec qui faire un enfant. Alors, petite digression, mais c'est parce que j'aime beaucoup cette phrase de Penning, qui est un éthicien belge. Alors, il le redit, alors là, toutes les études sur l'autoconservation, c'est la même chose. C'est parce que ces femmes n'ont pas de partenaire. Mais il dit pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas de partenaire? C'est pas à cause du travail, il faut arrêter de raconter ça. C'est parce qu'il y a un effet imprévu de l'émancipation des femmes. On a créé une génération de femmes, émancipation d'accord, mais surtout qui sont mieux éduquées, qui gagnent bien leur vie, qui ne sont pas souvent mieux placées socialement que les hommes. Et que se passe-t-il dans ce que Penning appelle les règles du marché matrimonial? Mais c'est assez juste comme formule. Eh bien, ces femmes, elles font peur aux hommes qui ne veulent pas s'engager et qui ne veulent pas se mettre en couple et qui ne veulent pas faire d'enfants. Et donc, il ne faut pas rêver. L'autoconservation, d'accord, c'est l'autonomie reproductive qui est gagnée, mais ça ne va pas résoudre le problème social.
Alors, vous le savez, il y a plein de raisons pour, on en a souvent parlé, l'autoconservation. Il y a quand même, je mets les deux dernières, il faut quand même en parler. Lutter contre la chute de la natalité. Vous le savez, on a atteint le plus bas record de naissance. Alors, pourquoi pas? Éviter des grossesses de femmes seules. Bien, on voit arriver toutes les patientes de 37 et 38 ans qui arrivent pour une autoconservation, auxquelles on dit non madame, je ne peux pas vous prendre en autoconservation. Ils disent oui, mais vous pouvez me prendre comme femme seule. Eh bien oui, c'est vrai, en femme seule, elles peuvent avoir une ponction jusqu'à 43 ans, et si on a des ovocytes ou si on a des embryons congelés là, jusqu'à 45 ans. Et on voit par dépit des femmes demander une grossesse en solo parce qu'elles ne peuvent pas faire l'autoconservation. Ce qui quand même, on est un peu tombé sur la tête. Et c'est pour ça que contrairement aux Belges, où il y a beaucoup plus de demandes de couples de femmes, nous on a beaucoup plus de demandes de femmes seules, mais pas parce qu'elles veulent un enfant toutes seules quand on creuse, mais parce que c'est de toute façon, j'ai plus d'autres solutions. Alors, on voit donc apparaître aussi des nouveaux arguments contre. Et les nouveaux arguments contre, c'est qu'est-ce qui se passe après l'autoconservation? Alors, pas en France. En France, on a commencé en janvier, nous en réalité en mars, parce que le temps que la loi passe, qu'on ait vu les femmes, on a tous commencé les autoconservations à peu près au mois de mars. On commence à voir quelques rares patientes, on a commencé à en voir qui nous disent je voudrais reprendre mes ovocytes. Mais en fait, extrêmement peu. Donc on ne peut se baser que sur les études étrangères. Étude australienne, 6% sont revenus chercher leurs ovocytes. Étude américaine 2021. On trouve 7,4%. Et donc, les gens nous disent, vous voyez, vous dépensez de l'argent pour rien, l'argent de la collectivité. Mais l'étude israélienne, elle est quand même assez claire. Pourquoi elles ne sont pas revenues? Eh bien, la moitié parce qu'elles ont conçu spontanément, mais c'est tout ce qu'on pouvait leur souhaiter. Ça veut dire qu'elles ont trouvé celui ou celle avec qui faire un enfant, tant mieux. Et puis la moitié, justement, parce qu'elles n'ont toujours pas de partenaire et qu'elles ne voulaient pas le faire toutes seules. Alors, c'est vrai que dans les questions éthiques émergentes, on le voit maintenant dire est-ce qu'il fallait promouvoir cette technique pour si peu de retours? Mais le délai d'analyse est beaucoup trop court. Il faut vraiment, je pense que c'est indécent d'analyser les choses maintenant. Dans 5 ans, oui, parce qu'il y a quand même un double bénéfice. Les femmes qu'on revoit, puisque en moyenne, on a 8 ou 9 ovocytes par fonction. En moyenne, on sait que, statistiques étrangères, je n'ai pas de statistiques françaises à vous donner, si on a 10 ovocytes conservés avant 35 ans, on a 70% de chances de naissance. Sauf que nous, on ne voit que des femmes de 35 et de 36 ans. Donc, on doit bien leur dire, avec 10 ovocytes, vous avez 30% de chances de naissance. Donc, on fait 2 ponctions, par x3, toujours avant le fatidique 37e anniversaire. Et donc, c'est quand même de plus en plus compliqué. Mais les femmes qu'on revoit, elles nous disent elles-mêmes à quel point elles sont soulagées. Ouf, quand je rencontre quelqu'un, je ne pense pas tout de suite. Est-ce que je peux lui parler d'enfant? Quand est-ce que je lui en parle? Est-ce que c'est lui avec qui je peux faire un enfant? Et elle nous dit, je suis soulagée. Moi, j'ai une nouvelle vie, pour reprendre l'expression de certaines patientes. Et puis pour la société. Mais je pense qu'on n'aura pas dépensé l'argent pour rien. On sait bien que les candidates au don d'ovocytes, en majorité, elles ont plus de 40 ans. Et là, elles n'avaient pas d'ovocytes autoconservés. Maintenant, elles vont en avoir. Et que pour les vraies candidates, les ménopauses précoces et autres, on aura plus, par définition, d'ovocytes, puisque à 45 ans, la femme n'a pas le droit de reprendre ses ovocytes pour elle-même. Chaque année, elle est interrogée, prolonger ses ovocytes, demander la destruction, les donner à la science ou les donner à une autre femme. Mais à 45 ans, elle n'a plus le choix, elle ne peut plus les reprendre pour elle-même. Pourquoi? Parce que c'est les autres limites d'âge. Là aussi, il est bien dit qu'on ne peut reprendre des ovocytes ou des embryons congelés que jusqu'à 45 ans. Et attention, si le partenaire ou la partenaire a moins de 60 ans. Et ça nous crée de temps en temps, en particulier avec des collègues masculins, quelques situations compliquées. Alors, la situation début 2023. Alors, tout le monde est saturé. Les centres autorisés à la préservation médicale débordent. Les centres autorisés à la préservation exclusivement médicale des 3, on déborde encore plus. Et donc, là, j'ai repris la phrase de Pietro Santulli, avec qui on vient d'écrire un éditorial qui va paraître le mois prochain dans la revue GOFS. Pietro, il dit, est-ce qu'il serait éthiquement acceptable de prioriser ces femmes qui souhaitent une autoconservation non médicale au détriment de celles qui ont besoin d'une prise en charge médicale? Évidemment que la réponse est non. Conclusion, c'est dans les fameux 3 centres de don d'ovocytes où on en fait le plus, mais nous aussi, on est complètement saturé et on n'a plus de rendez-vous pour les couples hétérosexuels puisqu'on n'a pas le droit de traiter différemment et qu'on doit avoir des consultations ouvertes à tous. Conclusion, on arrive quand même à quelque chose d'assez aberrant qui est les femmes n'ont pas le droit de faire une autoconservation dans le secteur privé. Mais par contre, nous sommes bien nous obligés de renvoyer nos couples hétérosexuels dans le secteur privé puisqu'il n'y a plus de rendez-vous avec nous. Et les femmes de 35 ou de 36 ans n'ont d'autres ressources que d'aller à l'étranger. Alors moi, je pense que vraiment, on est tombé sur la tête.
qu'il est urgent d'autoriser tous les centres, qu'ils soient publics ou privés, donc les 104 centres qui le veulent, s'ils ne veulent pas, ils ne le feront pas, à pratiquer l'autoconservation. Qu'il faut clairement réfléchir aux limites d'âge, parce que cet afflux de 35-36 ans, peut-être c'est un phénomène temporaire, mais franchement, ce n'est pas tout à fait logique. Et peut-être qu'on pourrait dire, jusqu'à 37 ans, vous êtes pris en charge à 100%, et au-delà de 37 ans, au lieu d'envoyer les femmes à l'étranger payer, on pourrait leur dire, on vous prend en charge, mais vous payez chez nous. Moi, je ne vois pas la différence sur le plan éthique. Je trouve que ce serait quand même mieux qu'elles le fassent chez nous, en payant à 37 ans. Et puis aussi, est-ce qu'il ne faut pas s'interroger sur supprimer cette séparation médicale, non médicale, parce qu'il y a des indications qui sont tellement borderline que franchement, on en sortirait, ce serait nettement mieux. Alors, je termine. Vous savez que la loi a été appelée PMA pour toutes, pour ceux qui ne la voulaient pas. Hein. Mais on est un an après, moi je vous dirais non. On est dans AMP pour quelques-unes, autoconservation pour quelques-unes. Bien sûr que les deux mesures phares sont passées, l'accès à l'AMP, le droit à l'accès aux origines. C'est une vraie révolution sociétale hein, que la majorité d'entre nous, on salue. Mais attention, c'est un compromis. On autorise, mais pas trop. On ouvre la porte, mais pas trop. L'autoconservation ovocitaire, c'est quand même spectaculaire. Les délais d'attente, on pouvait bien se douter qu'à Paris, à Marseille, à Lyon, à Lille, il y aurait plein de femmes qui font leurs enfants plus tard et qui auraient besoin de plus de place. Et à Montpellier, parce que je sais qu'ils sont dans la même situation que nous, il fallait nous donner des moyens, au moins temporairement. Je ne demandais pas des crédits pérennes, mais de trouver des locaux de consultation, avoir des moyens. Et on ne l'a pas. Donc il y a un manque criant de moyens dans nos centres. Nos consultations, je vous l'ai dit, maintenant, elles sont occupées uniquement. Non, quand on voit un couple hétérosexuel dans la consulte sur 12 patients, on se dit ouf. Sinon, remarque, c'est reposant la consultation d'autoconservation, on ne se fatigue pas trop. Mais bon, c'est quand même extrêmement frustrant. Donc, nos consultations, elles sont occupées par les nouvelles indications. Et les couples hétérosexuels infertiles, eh bien, eux, ils ont de plus en plus de mal à trouver des places, dans les centres, en tout cas, autorisés à l'autoconservation. Et nous n'avons pas le droit de réserver des consultations parce que ça, ce serait de la discrimination. Et donc, moi, je pense qu'il va falloir attendre la prochaine révision de la loi de bioéthique pour que le tourisme procréatif cesse et que toutes les femmes aient vraiment les mêmes chances. Et je vous remercie de votre attention. Merci Joëlle pour cet exposé particulièrement synthétique, cet exposé qui nous révèle les difficultés de cette autoconservation qui paraît injuste. Et attendre jusque la prochaine, est-ce que ça ne va pas être encore trop long dans les centres? Mais si tu veux, on n'arrête pas de le répéter. Moi, je pense que le 100%, le principe d'égalité en France, qui est sacro-saint, il est aberrant. Si on n'avait pas dit tout doit être pris en charge à 100%, on n'aurait sûrement pas eu cette limite, parce que franchement, entre 36 ans et 37 ans et demi, la réserve ovarienne, elle n'a pas beaucoup chuté. Les taux de succès, ils ne sont pas énormément différents. Et vous, madame, vous devez aller en Espagne. Bah, moi, je préférerais honnêtement que les femmes payent en France. Au moins, elles n'auraient pas le voyage et ce serait moins cher de toute façon. Non, mais c'est sûr que ça paraît inconcevable actuellement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Christian? Bravo Joël, j'aime toujours tes topos. Ah oui. Deux petites remarques humoristiques. J'ai expliqué que tout à l'heure, la majorité des femmes avaient de l'endométriose, donc la forme médicale, elles l'ont toutes, d'abord. Oui, c'est ce qui se raconte parfois. Hein, et j'ai des papiers là-dessus. Hein. Oui, et deuxièmement, je voulais dire que l'efficacité de l'ovocyte, le maximum, c'est 28 ans, si mes souvenirs sont exacts. Tu veux dire par ovocyte, c'est fonction de l'âge, mais effectivement, il est extrêmement faible. C'est pour ça que, honnêtement, les femmes doivent prévoir, surtout nos 35-36 ans, 2, voire 3 ponctions, parce qu'on n'a pas les 8 ou 9 ovocytes, et qu'on sait bien qu'il faudrait, dans l'idéal, on est tous d'accord, qu'elles aient au moins 15 ovocytes. Et 15 ovocytes, c'est 2 ponctions, et parfois 3. Mais je ne parle pas du nombre d'ovocytes, je parle aussi de la fécondabilité des ovocytes, qui diminue avec l'âge. Et donc, vous n'avez pas peur que les filles de 28 ans débarquent en disant c'est le meilleur moment? Mais on en voit quelques-unes de jeunes, sauf qu'en ce moment, on leur explique que quand on les voit maintenant, on ne va pas les prendre en ponction avant avril, parce que là, on essaye d'écluser, et le mot n'est pas beau, je suis désolée, toutes les patientes dont l'anniversaire va tomber, et qu'il faut bien qu'on les prenne avant, parce que moi, je trouve que ce n'est pas correct de ne pas les prendre. Mais c'est vraiment compliqué. Hein. C'est-à-dire, il faut, contre vent et marée, et contre tout le service, défendre l'autoconservation. Même les aides-soignantes nous disent oh, mais il y en a marre. Il y a vraiment... non, mais vous avez que ça maintenant. Hein.
Bon, c'est très différent. On a transformé nos centres d'AMP. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voudrais te poser une question simplement par rapport à l'étranger. Comment ça se passe en Espagne, justement? Alors, à peu près dans toute l'Europe, sauf Malte, il reste 3 pays qui n'autorisent pas l'autoconservation. Avec la France, on était 4, donc on était vraiment en retard. J'ai un trou sur les 2 autres. Je ne sais pas si toi tu sais, il y avait Malte. Bon, et partout ailleurs, l'autoconservation est autorisée, mais non prise en charge quand elle est sans raison médicale. Et donc, il n'y a pas de raison d'avoir ces limites. Elles peuvent le faire à 38 ans en Espagne sans souci. En Belgique aussi. Et tu penses que les limites sont exclusivement économiques? Moi, je pense que les limites sont dues au fait qu'on a une prise en charge à 100%. Maintenant, la vérité, c'est vrai que c'est de moins en moins efficace l'autoconservation avec l'âge, que ça n'a pas de sens de faire une autoconservation à 40 ans, mais qu'on se retrouve maintenant dans les centres à faire... Moi, je dis, on fait n'importe quoi. On se retrouve avec une femme de 36 ans qui a une très mauvaise réponse ovarienne, celle qu'on annulerait normalement pour une fille, en lui disant non, madame, il faut passer au don, et celle-là, on fait une ponction pour 2 ovocytes. Voire, le pire de tout, on a fait une ponction blanche en autoconservation. Mais la dame disait, je voudrais, je veux, et puis c'est mon anniversaire, vous allez me reprendre. Moi, j'ai dit, écoutez, on l'a fait, parce que humainement, on l'a fait. Mais une ponction blanche, c'est-à-dire une ponction blanche, c'est une ponction sans ovocytes, pour une autoconservation, on est tombé sur la tête. Mais c'est parce que tu as beaucoup d'avocates. Eh bien, c'est vrai que dans les statistiques, nous, on en a fait 167 en autoconservation l'année dernière, dont 125 premières, et les statistiques qu'on est en train de faire, là, nous montrent qu'il y a une majorité de juristes et d'avocates, c'est du vrai, et pas mal de médecins. Ben oui. Comprend elle aussi. Oui, parce que c'est une population peut-être plus avertie. Oui, peut-être. Probablement, c'est pas... Je pense qu'une communication peut-être au niveau de la population pourrait être intéressant. Mais attends, je vais te dire, au début... Encore plus. Au début, on a dit il faudrait faire un peu de publicité. Et là, on dit non. Expliquer. Non, mais expliquer. Faire une explication. On veut pas plus de patience. Donc, plus d'explication. Non, je sais bien, mais au moins faire une explication, non, même pas. Mais des limites, peut-être. Et ce matin, on avait une session sur les transsexuels. Vous avez des demandes de transsexuels? Alors, il y en a quelques-unes, mais ça reste... Bon, il y a Tenon, vous en avez... celle qu'on avait plus, c'est quand ce sont... on en a pour dire des demandes de dons de sperme. Ah oui, non, moi je parlais... Toutes les autres, c'est plus exceptionnel. Je parlais les autres. Des vrais, oui, j'ai compris. Il y en a. Ah, on m'entend pas. Donc je disais, il y en a, ça reste une minorité quand même. Hein. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Non. Eh bien, écoute, Joël, merci infiniment. Et j'espère que les contacts de nos organisations professionnelles avec l'État feront évoluer une vision aussi étriquée. Tu l'introduis ou je l'introduis? Non, tu l'introduis. Bon, nous allons passer donc au dernier exposé. Donc le traitement hormonal de ménopause, où en est-on, je disais, après la publication des dernières recommandations? Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle polémique? Je ne l'espère pas. Et on a le plaisir donc d'accueillir Philippe Merviel, chef de service de gynéco-obstétrique au CHU de Brest. Merci Philippe. Merci. Vous dire que je suis très heureux d'être à Lille, où j'ai plein d'amis. Merci pour ce beau congrès, Joël, et puis toute l'organisation qui est autour. Alors, je ne vais pas vous parler du traitement hormonal de la ménopause, mais plutôt du traitement hormonal substitutif. Où en est-on en 2023? Alors, je ne vais pas refaire les recommandations qui ont eu lieu en 2021, qui ont été signées en particulier par Nathalie Chabert et d'autres. Et j'ai sous-titré ce titre « De quoi avons-nous peur ?» puisque ces derniers temps, un certain nombre de collègues ont pris la parole en disant comment se fait-il qu'en France, aussi peu de femmes bénéficient du traitement hormonal substitutif. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec ce sujet, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Nous avons vécu 25 ans de supercherie depuis l'étude HERS et en particulier l'étude WHI, et je peux dire qu'on a probablement sacrifié une génération de femmes qui va vivre plus longtemps, qui va être soumise à une ostéoporose non traitée, non prévenue par le traitement hormonal substitutif, quelquefois un petit peu en surpoids, donc avec un mélange d'arthrose, et nous allons voir cette population arriver. En 2020, on avait 35% des femmes sous THS, aujourd'hui on en a 6%. Parallèlement à ça, on pourrait se dire qu'il y a eu une baisse des cancers du sein, puisque c'était la principale préoccupation de ce THS, et bien finalement ça n'a absolument pas diminué.
Et par contre, on a un vieillissement de la population. Alors, a-t-on atteint enfin un certain âge de raison pour le prescrire? On sait que la période post-ménopausique, elle est enclin à une certaine morbimortalité. Vous avez ici les affections coronariennes, qui sont les premières chez la femme ménopausée, les fractures par ostéoporose, dont on peut mourir, on le rappellera tout à l'heure, le cancer du sein et puis le cancer de l'endomètre. Que sait-on sur le traitement hormonal substitutif? Il y a des méta-analyses, 3 qui ont eu lieu, donc 2004, 2015 et 2 en 2015, qui ont montré que pour la mortalité toutes causes confondues, la mise sous traitement hormonal substitutif, si elle survenait dans les 10 ans qui suivaient la ménopause et avant l'âge de 60 ans, et en particulier sur le plan cardiovasculaire, nous y reviendrons, diminue la mortalité de ces femmes. Vous voyez que la diminution, elle a un odds ratio à 0,98 pour l'un, 0,70, 0,52, donc c'est une diminution qui va grosso modo de 2 à 50%. Donc tout âge confondu, le traitement hormonal substitutif n'augmente pas la mortalité globale, ni celle liée aux maladies cardiovasculaires, ni celle liée au cancer du sein. Le THS pourrait même exercer un effet protecteur sur la mortalité s'il est prescrit tôt, durant les 10 premières années de la ménopause. Ce tableau, pour vous montrer que toutes les études, y compris la WHI au départ, a bien montré cette diminution de mortalité globale chez les femmes ménopausées traitées. Diminution, vous voyez, qui peut aller jusqu'à 50%. Alors, reprenons un peu l'historique de ce THS. Je vous ai cité HERS tout à l'heure. C'était la première étude, 98, sur la prévention secondaire du risque coronarien. Vous voyez qu'il n'y avait pas d'amélioration. Et puis est arrivé en 2002 le séisme WHI, Women Health Initiative, donc sur la prévention primaire du risque coronarien sous THS. C'était pour ça que WHI avait été fait au départ. Qu'est-ce qui se passe? On observe une augmentation du risque coronarien sous THS, mais également du risque de cancer du sein. Résultat, à ce moment-là, des médecins vont aller donc prêcher la bonne parole en disant surtout vous arrêtez tout, il faut supprimer le traitement hormonal substitutif, et on assiste à une décroissance brutale donc des prescriptions de traitements hormonaux substitutifs. S'en est suivi un certain nombre d'études que je vais vous citer, et vous allez voir que progressivement on est revenu, on a quand même revu ces résultats donc de la WHI. Alors en 2003, il y a une étude, donc la Million Study, donc, qui montre sur le risque de cancer du sein, qui montre un risque augmenté, avec surtout une responsabilité des progestatifs, on va y revenir, c'est-à-dire que ce risque est non significatif si on donne des œstrogènes seuls, devient significatif avec des œstroprogestatifs. En 2003, toujours, il y a l'étude Esther qui montre qu'il y a une absence d'effet thromboembolique, parce que c'était aussi un risque à la fois artériel et veineux, avec des œstrogènes percutanés, tels qu'on les utilise en France. Et puis en 2004, l'étude E3N EPIC montre que ce rôle des progestatifs joue surtout sur les progestatifs de synthèse, mais beaucoup moins sur les microprogestatifs tels qu'on les utilise. Alors, cette polémique donc née de la WHI, je vous rappelle rapidement les résultats: sur risque d'accident cardiovasculaire dans le groupe traité, sur risque de cancer du sein, sur risque de cancer du sein chez les femmes hystérectomisées traitées par œstrogène seul. Mais attention, si on avait lu cette étude, on serait aperçu qu'elle est biaisée d'un bout à l'autre. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont été mises sous traitement hormonaux donc relativement tardivement par rapport à leur ménopause, beaucoup plus de 10 ans après. 50% des femmes avaient plus de 60 ans. Et la moyenne, vous voyez, 63. Le traitement était débuté donc tardivement, et puis surtout, ces femmes avaient des facteurs de risque cardiovasculaires importants. Obésité, hypertension, diabète, hypercholestérolémie, qui sont aussi des facteurs de risque d'hyperœstrogénie, donc de risque de cancer du sein. Si bien que, devant ces résultats de la WHI, il y a même eu un arrêt prématuré parce que le risque donc apparaissait trop important. Vous avez en haut donc la partie avec uniquement donc les œstrogènes, et vous voyez que dans les œstrogènes, il y avait une augmentation des thromboses veineuses et des embolies pulmonaires, mais une diminution, et en particulier une diminution avec les œstrogènes du cancer du sein, et en bas donc des œstrogènes avec la médroxyprogestérone acétate, où là on avait une augmentation cardiovasculaire et une augmentation du cancer du sein. Je rappelle que la WHI est une étude américaine qui est basée sur des œstrogènes équins conjugués, qu'on n'utilise plus en France depuis très longtemps, et de la médroxyprogestérone acétate, qui est une véritable bombe progestative, d'accord, qu'on utilise quasiment jamais en France, sauf cas très particuliers. La notion de terrain est importante quand on va prescrire donc ce traitement hormonal. L'étude E3N française avait bien montré que l'exercice physique,
que le surpoids augmentait le risque de cancer du sein et que l'exercice physique le réduisait. Et vous voyez ici, par exemple, sur ce syndrome coronarien, dans la WHI, que lorsqu'il y avait un syndrome métabolique associé, eh bien évidemment, le risque était plus important que sans syndrome métabolique. L'effet de la prescription, elle est très importante, c'est-à-dire que si on prescrit au moment de la ménopause un traitement hormonal substitutif, finalement, étude KEPS, pas d'augmentation du risque de cancer du sein, d'AVC, d'infarctus ou de thrombose veineuse. L'étude ELITE, si c'est prescrit donc moins de 6 ans ou plus de 10 ans après la ménopause, eh bien lorsque c'est prescrit moins de 6 ans, pas de perturbation, pas d'augmentation des maladies cardiovasculaires ou néoplasiques. Et puis l'étude danoise, la Danish, donc, qui montre qu'il n'y a pas de risque non plus de surrisque de cancer du sein lorsque c'est prescrit, vous voyez, entre 45 et 58 ans. En ce qui concerne le risque cardiovasculaire et veineux, on sait qu'il y a un effet protecteur du THS donc, sur le risque cardiovasculaire s'il est prescrit rapidement après la ménopause. Si vous laissez une femme vieillir, elle va avoir le risque de former des plaques athéromateuses qui peuvent avoir un effet si vous induisez ensuite un traitement hormonal substitutif. Mais si vous le prescrivez tôt, eh bien, vous n'aurez pas ce surrisque. Donc, on revient à la notion de fenêtre de traitement et ne pas débuter un traitement plus de 5 à 10 ans après l'installation de la ménopause. Toujours pour les œstrogènes percutanés, depuis l'étude de Scarabin en 2003 l'avait bien montré, eh bien les œstrogènes percutanés donc n'augmentent pas le risque thromboembolique veineux. Alors bien sûr, le gros problème, c'est le cancer du sein. Est-ce qu'il y a une variation de la mortalité? Alors la Million-Studie avait montré une augmentation de la mortalité liée au cancer du sein, mais les études depuis, y compris des études importantes, vous voyez, en 2016 sur 500 000 femmes, avec des durées de prise en charge de 5 à plus de 10 ans, montrent une mortalité qui est réduite. En ce qui concerne la survenue d'un cancer du sein, la Million-Studie comme la WHI montraient qu'il y avait une augmentation, mais on ne retrouve pas cette augmentation à plus long terme, y compris avec les traitements dits américains, EPA, estrogène équin et MPA, où vous voyez que finalement cette différence ne devient plus significative. Il est important, lorsque nous prescrivons, d'utiliser donc des molécules recommandées dans les recommandations françaises, c'est-à-dire plutôt des microprogestatifs, des progestatifs micronisés ou de la dihydrogestérone. Alors, l'étude française E3N, pratiquée donc sur 80 000 femmes donc ménopausées, qui est une étude d'observation, a bien montré que cette augmentation avec le traitement dit à la française eh bien, était non significative, y compris pour des prescriptions de 6 ans et plus. Et vous voyez ici donc œstrogène plus progestérone, encore une fois œstrogène transcutané et progestérone micronisée, ou œstrogène transcutané et dihydrogestérone, eh bien, vous n'avez pas de différence significative en ce qui concerne donc la survenue du cancer du sein. Y compris dans les mutations BRCA, où je vous rappelle que lorsque la femme donc, a eu une annexectomie ou une mastectomie bilatérale et qu'elle est mutée BRCA, le THM est autorisé. Et chez les femmes qui sont indemnes de cancer, eh bien, le THM est proposé aux femmes, chez les femmes symptomatiques, et peut se discuter chez les femmes sans symptômes, à condition qu'elles aient eu une annexectomie. Pour le risque donc ovarien, on va y revenir. Donc, le cancer du sein, on peut dire que si on prescrit des œstrogènes percutanés et de la progestérone micronisée ou de la dihydrogestérone, le risque est faible, voire très faible, de développer un cancer du sein. Point. Est-ce que ça a d'autres intérêts? Le cancer de l'endomètre, il n'y a pas de différence significative, sauf si vous prescrivez un traitement séquentiel en mettant moins de 12 jours de progestatif, et donc il faut prescrire, si vous le faites en séquentiel, au moins 12 jours de traitement progestatif. Le cancer de l'ovaire, c'est non significatif où il y a une légère augmentation, et vous verrez dans les recommandations internationales tout à l'heure. Par contre, un effet préventif sur le cancer colorectal, deuxième cancer chez la femme, l'estomac, le pancréas, l'œsophage, où les risques sont diminués sous THS. Alors bien sûr, la ménopause, c'est le risque d'ostéoporose. Je ne vais pas revenir sur les recommandations françaises, je vous les ai mises en bas, mais le THM apparaît toujours en deuxième intention, ce qui est un peu dommage parce que c'est quand même le meilleur traitement préventif sur le risque ostéoporotique. Je vous rappelle qu'en France, eh bien, on considère qu'une femme sur 3 souffre d'ostéoporose, et vous voyez que ça augmente bien évidemment avec l'âge de la patiente, et que 40% des femmes vont présenter une fracture ostéoporotique à la ménopause, et ces fractures peuvent entraîner, en particulier pour celle du col du fémur, donc des décès
évalué à peu près à 30% par an. Étude un peu plus récente, c'est sur les propriétés cognitives, c'est-à-dire que le THM, le THS et la notion de démence. Alors, il y a encore des études un peu divergentes sur ce domaine-là. Ce que l'on sait, c'est que si on fait une ovariectomie à une patiente avant la ménopause, on augmente son risque de démence. Et vous voyez que si on l'a fait, si à 38 ans, une femme avait une annexectomie bilatérale ou une ovariectomie bilatérale, elle aurait un risque d'Alzheimer multiplié par 3. Ce risque pourrait être annulé si le THM était prescrit avant ses 50 ans. Et je vous rappelle que quand une femme se retrouve en ménopause précoce, c'est une indication supplémentaire à lui donner un traitement hormonal substitutif. Vous avez ici l'étude de Kim, qui a été réalisée donc en Corée du Sud, vous voyez, sur 200 000 femmes, 23 000 Alzheimer, 3 000 démences vasculaires. Et vous voyez qu'à la fois la prise de pilules OC et puis de traitement hormonal substitutif permet de réduire, après des odds ratios ajustés, à la fois les phénomènes d'Alzheimer et les phénomènes de démence vasculaire, à condition qu'ils soient prescrits tôt au début de la ménopause, c'est-à-dire plus vous attendez, plus vous risquez au contraire d'aggraver le risque de démence. Alors, pour revenir un petit peu, que retenir en 2023 ? J'ai repris les références du collège de 2021 et du GEMVI, repris par le GEMVI. Vous voyez que la limite, c'était 10 ans de prescription. C'était le type de THM, plutôt maintenant tout le monde est à peu près d'accord dans le monde pour ce type de traitement. Le schéma plutôt combiné continu, la durée de traitement sans limite. Je vous rappelle qu'à un moment donné, je ne sais même plus qui c'était, la NSM avait dit 7 ans de traitement, on ne savait absolument pas d'où ça sortait, et ça fait quand même des années que la même NSM est revenue sur sa recommandation en disant que ça devait être une estimation bénéfice-risque chaque année, puisque vous devez voir les femmes chaque année pour savoir si vous continuez ou pas, mais qu'il n'y a aucune raison d'arrêter au bout de 7 ans. La mortalité, c'est une indication à donner le traitement hormonal substitutif. Les risques cardiovasculaires, le collège n'a pas été jusqu'à dire que c'était préventif, mais on sait très bien que les femmes font moins d'infarctus que les hommes parce qu'elles sont protégées durant leur vie génitale par les œstrogènes, et que lorsque vous passez sur un climat androgénique à la ménopause, d'où la prise de poids en général autour du ventre, etc., si vous n'êtes pas traité, vous augmentez votre risque cardiovasculaire. Pour les risques de thrombose, pour les risques veineux, donc vous voyez que le THM ne serait pas une contre-indication. Le cancer du sein, encore une fois, dans la WHI, c'était 2 cas de cancer du sein au bout de 5 ans de prescription pour 1000 femmes, et c'était 6 cas au bout de 10 ans de prescription pour 1000 femmes. Donc vous voyez que c'est, tout à fait relatif. Et puis, il y a cette petite incertitude sur le cancer de l'ovaire, puisqu'on sait que le THM pourrait être responsable de certains types de cancer de l'ovaire, mais encore une fois, c'est extrêmement rare. Vous voyez que la British Menopause Society, donc 2020 et 2022, on retrouve cette notion de 10 ans, cette notion de traitement, cette notion de schéma, sans limite, l'intérêt pour la mortalité, alors ça s'appelle HRT en Angleterre, les risques cardiovasculaires réduits par une prescription avant l'âge de 60 ans, les risques thromboemboliques, donc veineux, donc ce n'est pas une contre-indication. Pour le cancer du sein, ils recommandent donc un traitement par œstrogène, mais ils sont un peu plus dubitatifs pour le traitement, donc même s'ils reconnaissent que le risque est bas sur le traitement combiné. Ils recitent le cancer de l'ovaire. Pour l'ostéoporose, c'est évident pour toutes les sociétés que c'est bénéfique. Et puis pour la démence, eux vont plus loin, puisque eux disent, si vous le prescrivez à 60 ans, ça a un intérêt. L'European, alors on va passer aux États-Unis, comme ça on va faire 2 pays, puis on reviendra sur l'Europe. Les États-Unis, donc publication donc, à la fois du Collège des endocrinos, etc., de l'FDA, pareil, 10 ans, combiné, sans limite. Et là, vous voyez que le traitement substitutif de la ménopause est recommandé pour un certain nombre de choses. Alors, toujours avec cette petite crainte du cancer du sein, mais ils estiment que c'est moins de 10%, donc, avec des œstrogènes transcutanés, la progestérone micronisée ou la dihydroprogestérone. Tout le monde reconnaît que le risque de cancer du sein est très faible. Faut-il supprimer tous les traitements hormonaux substitutifs chez toutes les femmes pour un risque aussi faible de cancer du sein ? Je vous pose la question. Il y a quelques années, j'avais commis un article en disant qu'il n'existait plus de facteurs de risque de cancer du sein, puisque même si vous preniez des femmes qui avaient tous les facteurs de risque de faire un cancer du sein et celles qui n'en avaient aucun, connus tels qu'on les a appris à la faculté, il y avait le même
pourcentage de femmes dans les deux groupes. Je n'ai pas fait les Européens, je vous laisse lire les Européens. Alors, comment le prescrire? Comme vous voulez, ça dépend si la femme veut une hémorragie privation ou pas. Si vous faites du séquentiel, attention aux 12 jours minimum de progestatif à prescrire, donc en cas de séquentiel. J'avoue que pour ma part, je fais souvent du combiné, donc sans interruption. Alors, il faut respecter les contre-indications absolues, hein, bien évidemment, au THM. Je ne dis pas, prescrivez-le chez tout le monde, je vous les ai rappelés. Que faire lorsque vous prescrivez un THM? Certainement, donc, une prise de pression artérielle, parce que c'est un âge où on peut avoir une hypertension méconnue. Un bilan lipidique et glycémique me paraît peut-être utile pour les hypercholestérolémies qui passeraient isolées, puis le risque évidemment athéromateux. Une mammographie, bien évidemment, qui date normalement donc de moins de 6 mois à 1 an. Une échographie pelvienne pour l'endomètre, et puis la recherche HPV de façon systématique. Et vous la verrez une fois par an, et une fois par an, vous allez faire la balance bénéfice-risque. Donc ma conclusion, ce n'était pas de remettre en cause les recommandations très bien faites du collège il y a 2 ans, mais c'est d'essayer de vous faire comprendre qu'il faut maintenant essayer de prescrire davantage ce traitement hormonal substitutif, parce qu'il ne faut plus raisonner selon l'iceberg. L'iceberg, c'était de dire, si la femme a des signes climatériques ou des risques d'ostéoporose, il faut prescrire le traitement hormonal. Non, je pense qu'il faut le prescrire de façon beaucoup plus importante parce que ça améliore la qualité de vie de nos patientes qui vont vivre de plus en plus longtemps et qui vont bénéficier de ce traitement. Donc n'ayons plus peur du THS, il y a un intérêt du traitement pour moi chez toutes les femmes. Encore une fois, ce n'est pas systématique, si la femme ne le souhaite pas, on ne lui prescrit pas, hein, ce n'est pas ce que je veux dire. Il faut évaluer bien sûr le bénéfice-risque. Arrêter avec la théorie de l'iceberg, c'est-à-dire si elle n'a pas de bouffée de chaleur, elle peut s'en passer, d'accord? Je rappellerai quand même que le risque du THS par rapport au cancer du sein est inférieur au risque d'une pilule œstroprogestative prescrite plus de 2 ans. Hein, et ça, c'est les recommandations également du collège il y a quelques années, qui nous avait dit que le risque de cancer du sein avec une contraception orale, c'était 1,3 sous œstroprogestatif, et dans l'E3N, on est entre 0,83 et 1,22 non significatif. Attention aux phytoœstrogènes et à tous les composés qui contiennent ces œstrogènes donc, d'origine végétale dont on ne connaît absolument pas le dosage, qui évidemment améliorent un petit peu les signes, mais peut-être sont totalement insuffisants pour lutter contre une ostéoporose débutante, et qui sont finalement un apport masqué d'œstrogènes. Les autres traitements sont toujours moins efficaces, ils vont traiter simplement un symptôme, et je pense qu'il faut maintenant passer à une prescription plus importante de nos traitements hormonaux-substitutifs pour le bien-être des patientes, sans leur faire courir de risques excessifs. Je vous remercie. Merci Philippe, on a eu cet après-midi beaucoup d'orateurs engagés. Sur ce plan précis, pour ce qui est quand même du sein, je voudrais attirer l'attention des prescripteurs sur les douleurs mammaires sous THM. Les douleurs mammaires sous THM ont été montrées dans une revue qui a été faite par l'école de Strasbourg, un certain facteur de risque majoré du risque de cancer du sein. Et je vous invite à lire l'intégralité de tout le travail de recommandation du GEMVI et du CNGOF, qui est publié en open access, c'est-à-dire libre de droit et possiblement téléchargeable, dans la revue Gynécologie Obstétrique Fertilité, dont vous avez un exemplaire dans la sacoche, qui est la revue rouge. Il suffit de taper sur Google, vous tapez Gynécologie Obstétrique Fertilité, les femmes ménopausées, et vous avez la totalité des articles, dont celui dont je viens de citer la conclusion sur les douleurs mammaires sous THM, accessible. Madame, excusez-moi d'avoir été un peu long. Juste une chose, les seins sont un excellent thermomètre des oestrogènes. Oui, donc absolument. Il faut se poser la question de la prise en voie percutanée, des choses comme ça, avant de décider de tout arrêter. Baisser les doses, etc. Hein, voilà. Madame. Merci beaucoup Philippe pour ce topo très clair. Est-ce que je peux me permettre 2 petits commentaires? Le premier, c'est juste rappeler que les recos de l'INCa en 2017 sur après annexectomie chez une femme mutée BRCA, on propose entre 40 et 45 et on donne aussi en cas de symptômes après 45 ans un THS, mais on l'arrête à 50 ans dans ces recommandations. On ne le poursuit pas après 50 ans
À cette époque-là, on n'a pas statué sur les femmes qui auraient eu une mastectomie de réduction de risque dans l'intervalle et qui probablement pourraient être des candidates à poursuivre ce traitement. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est j'ai bien Souvent, compris... elles ont eu la mastectomie avant, oui, quelquefois. Souvent, mais elles ont mais quand je suis même d'accord avec beaucoup toi. plus souvent l'annexectomie. Mais tu es que la d'accord avec moi mastectomie. que si jamais elles ont eu mastectomie et annexectomie, on peut continuer au-delà de 50 ans. On n'a pas analysé la littérature à l'époque sur ce sujet-là, et donc on n'a pas émis de recommandations, mais c'est probablement vrai. La deuxième, c'est j'ai très bien compris le message, mais je trouve que le parallèle entre le risque sous contraceptifs hormonaux et le traitement hormonal de la ménopause, c'est un peu rude, parce que d'abord, ça va faire peur à tout le monde sur la pilule, et que deuxièmement, tu multiplies par 1,3 un risque qui, en fonction de l'âge, varie entre 0 et quelque chose, alors qu'en post-ménopause, le risque est beaucoup plus élevé, évidemment, donc le risque relatif multiplie un risque absolu plus élevé, et donc c'est un peu discutable, je trouve, ce parallélisme. Je voulais être provocateur sur ma dernière bien diapo. compris. C'est pour ça que j'ai rappelé quand même ce que le collège avait sorti comme risque global. Parce que c'est quand même un risque global sur l'œstroprogestatif, la pilule œstroprogestative de 1,3. Il est bien certain que là, on s'adresse à des patientes qui ont 50 ans. On sait qu'en vieillissant, notre risque carcinologique augmente bien évidemment. Ça, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Donc il faut en tenir compte, c'est tout. Mais voilà. Et la pilule, ça revient au niveau de base très rapidement aussi après l'arrêt. Complètement, mais comme le THM, on estime que 5 à 10 ans plus tard, on revient à l'état de base. Alors, moi, Philippe, il y a encore une question. Merci, monsieur. Ça vaut le coup de la conférence. Merci. Je suis complètement d'accord avec vos conclusions. Il y a un toute petite chose là-bas pour le British Menopause Society, je suis membre. Ils ont dit qu'il ne doit pas avoir un limite artificielle, un limite comme 10 ans ou quelque chose comme ça. On peut utiliser presque le temps que vous viviez, si vous voulez. J'ai des femmes qui ont 80 ans, qui viennent chercher le THS une fois par an, mais qui se portent très bien, et qui ne font vraiment pas leurs 80 ans. Il y a encore une question, là, qui arrive. Merci. Moi, j'ai une petite question sur la contre-indication absolue quand il y a un antécédent de thrombose veineuse. Du coup, même avec les oestrogènes cutanés, ça reste une contre-indication? Oui, si vous avez fait une phlébite profonde, oui. Ok, merci. Encore une question. Tu as les papiers de Geneviève Plus, y compris des femmes qui ont embolisé, et qui a montré que sous réserve que ce soit un traitement par voie percutanée et qu'il n'y ait pas d'anomalie du bilan de thrombophilie, on peut prescrire un traitement hormonal substitutif, même après une embolie. En passant quand même par une consultation spécialisée. Voilà. Consultation spécialisée, c'est pour ça que je l'ai mis encore dans les contre-indications, parce que je ne voudrais pas que mon discours fasse qu'on le prescrit désormais chez tout le monde sans faire attention. Je crois que c'est comme la pilule. La pilule a été accusée de plein de choses. À partir du moment où vous interrogez votre patiente sur les facteurs de risque, en particulier les migraines, vous savez, avec Aura, qu'on méconnaissait un tout petit peu quand on prescrivait la pilule, évidemment, vous allez limiter vos prescriptions et vous allez éviter des accidents artériels sévères. Alors, moi, je voulais dire merci d'abord pour ton exposé, parce que tu as utilisé une phrase « n'ayez pas peur, n'ayez plus peur ». Et je trouve que ça, c'est vraiment réaliste actuellement. On a, comme tu disais, que 6% de la population féminine ménopausée qui a ce traitement hormonal. Et je trouve ça dommage parce que ça amène une qualité de vie quand même relativement importante. Et l'espérance de vie, effectivement, comme tu le soulignais, augmente de plus en plus. Alors, j'ai vu également qu'il y avait une diminution de 28% du risque de cancer gastrique dans une étude. Est-ce que, et donc diminution des cancers digestifs en général, est-ce que tu sais par quel biais pour le cancer gastrique, parce que ça paraît effectivement important? Est-ce que tu sais par quel biais? Il y a une publication récente, mais il ne rentre pas dans... Mais c'est comme le côlon. Tu te demandes pourquoi il y a une protection sur le côlon. Côlon, pancréas, estomac, œsophage. On se demande. Mais c'est constaté par toutes les études. Et il y a encore une publication très récente, là, je crois du mois dernier, sur le cancer gastrique. Mais l'explication, je la cherche toujours, mais je l'ai cherchée déjà pour le côlon au départ. Et pour moi, je ne vois pas le... Enfin, si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse. Pour le côlon. Posez votre question. Posez votre question, oui. Bonjour, merci pour tous ces topos. Je voulais juste savoir pourquoi vous préférez le traitement combiné continu que le séquentiel.
Mais c'est pas moi qui préfère. Vous savez, quand on prescrit un traitement, la première chose que je dis à la femme, c'est je dis, vous voulez, alors comme dit Christian Jamin, une hémorragie de privation ou non? Et la femme, à 90%, elle te dit qu'elle a assez eu de règles dans sa vie et qu'elle ne souhaite pas continuer avec des règles. C'est juste pour ça. Ah oui, non, non, c'est, encore une fois, le traitement hormonal de la ménopause, c'est pas systématique, ça doit être beaucoup plus proposé, et ça, c'était l'objet de mon topo, parce que c'est vrai que j'ai passé l'année à entendre des collègues lire des choses où on dit, mais pourquoi il y a aussi peu de femmes sous traitement hormonal de la ménopause? Mais ça fait depuis 2002 qu'on vit avec la WHI qui nous a plombé complètement le traitement hormonal de la ménopause, et que derrière, on n'arrive pas, alors que la population va vivre plus longtemps, va vieillir, voilà, à lui donner une qualité de vie dans, dans cette période-là. Et donc, c'était ça le but. Donc, c'est pas systématique, proposez-le plus souvent et écoutez ce que la patiente souhaite. Si la patiente, elle vous dit, moi, je souhaite garder une petite hémorragie de privation, ben, vous lui faites un séquentiel, sinon, vous faites un continu. Alors, au-delà de ça, j'aimerais savoir si vous pouvez nous dire où on en est du fait de prescrire le traitement en continu, mais 25 jours par mois seulement, parce qu'on considère que ça favorise l'apoptose des cellules au niveau du sein et que ça diminue. Alors, où est-ce qu'on en est de cette histoire d'apoptose? Oui, c'est ce qui avait été rapporté. Je n'ai pas lu de choses plus récentes dessus. Voilà, je n'ai pas lu de choses plus récentes dessus. Mais c'est ce qui a été rapporté. Oui. Le niveau de preuve est vraiment très faible. Vous confirmez qu'on peut traiter les patientes qui présentent des migraines avec aura? Par le traitement hormonal de la ménopause? Je vous rappelle que la femme, avant d'être ménopausée, elle a un cycle. Que dans le cycle, vous avez des variations. J'avais été interrogé par une revue anglaise qui me disait, est-ce qu'on peut envisager de prélever de l'ovaire et de le regreffer après la ménopause? Parce que finalement, comme ça, on se passe du traitement de la ménopause. On recrée une sécrétion endocrine. Bon, je leur avais dit, oui, mais la différence, c'est que dans le traitement hormonal de la ménopause, vous donnez des doses faibles, juste suffisantes. Encore une fois, vous avez les bouffées de chaleur, vous avez la sécheresse vaginale qui vous permet de savoir si vous êtes équilibré par rapport aux œstrogènes. D'accord? Vous avez une dose qui est une dose faible, continue. Si vous regreffez de l'ovaire, vous allez de nouveau avoir les cycles. Pourquoi cette femme, 5 minutes avant sa ménopause, a des cycles, donc des montées au moment ovulatoire, etc., des taux d'hormones relativement importants? Et pourquoi elle deviendrait pestiférée 5 minutes après sa ménopause? Parce que vous lui prescririez un traitement hormonal substitutif. Alors qu'on a des doses 10 à 20 fois moins importantes que le maximum atteint dans un cycle. Expliquez-moi. Qu'est-ce qui vous retient de le prescrire? Eh bien, vous nous J'ai rien contre vous, hein, mais bon sang, on va avoir des patientes, enfin moi je vois la différence en consultation entre les patientes, et j'ai plus de patientes qui me supplient de le reprendre, je vois la différence entre celles qui sont sous traitement et celles qui ne le sont pas. Et croyez-moi, ça ne donne pas le cancer du sein. Si on savait ce qui donne le cancer du sein, on supprimerait peut-être la cause. Bien sûr, ces paroles optimistes, nous allons clôturer cette session. Merci d'être restés nombreux. Merci aux orateurs d'avoir su animer et à l'année prochaine.